On se retrouve pour un nouveau cours qui va être dédié cette fois-ci au contrat de travail. C'est parti. Première partie, comment est-ce qu'on devient salarié? Alors certains le savent déjà, on va vérifier que tout a été fait dans les règles. Alors, première étape pour devenir salarié, il faut d'abord être recruté. Donc, pour le recrutement, le principe c'est que l'employeur est libre de recruter la personne de son choix. Néanmoins, il existe un certain nombre de limites, notamment le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux des candidats à l'embauche. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Voici les principales règles qui sont à respecter en cas de recrutement, en espérant que vous soyez bientôt en posture de recruter vous-même, ou en tout cas de pouvoir vérifier euh, que la personne qui souhaite vous recruter respecte les règles fondamentales. Première chose, il doit y avoir une égalité de traitement des candidats. Il n'y a pas droit de discriminer à l'embauche selon un certain nombre d'éléments comme le sexe, est-ce que vous êtes un homme ou une femme, est-ce que votre âge, votre religion, votre orientation sexuelle, vos opinions politiques, religieuses, syndicales, euh, voilà. Et encore, on peut en rajouter évidemment pas votre couleur de peau non plus. Voilà. Vous n'avez pas le droit d'être discriminé pour ces raisons. Vous devez avoir reçu une information préalable sur les techniques de recrutement qui sont utilisées et ces résultats sont confidentiels. Ils ne doivent en aucun cas être communiqués à quelqu'un d'autre que vous-même. Ils doivent même obligatoirement vous être communiqués. Si vous passez par exemple des tests d'aptitude ou des tests psychotechniques, vous devez avoir une restitution, c'est obligatoire. Les parties, c'est-à-dire le travailleur salarié et l'employeur, entreprise-employeur, peuvent choisir librement les clauses du contrat de travail. Bon, dans la réalité, ce principe est appliqué surtout dans les contrats euh, pour des embauches de personnes avec des postes plutôt importants, plutôt en mode cadre, que pour des personnes qui sont, on va dire, en bas de l'échelle de l'entreprise, et qui sont sur des postes plutôt d'exécutants, où là, on va pas se mentir, il y a quand même très peu de possibilités de négocier quelque chose. Mais plus vous montez en qualification, en compétences, en expérience, et plus vous montez dans la hiérarchie d'entreprise avec des postes importants, plus cette possibilité existe. Vous pouvez négocier les choses dans votre contrat de travail et j'ai envie de dire, quel que soit votre niveau, pourquoi ne pas oser demander, tout simplement. Évidemment, on a des limites qui sont le respect évidemment de la loi, des conventions collectives qu'on a abordées à la séquence précédente, de l'ordre public, hein, et des règles, ça ne doit pas être défavorable aux salariés. Alors quand on parle de l'ordre public, un contrat de travail pour livrer de la drogue, par exemple, c'est contraire à l'ordre public et ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est interdit, puisque l'activité de vente de drogue est interdite sur notre territoire. Je dis ça, je dis rien, à toutes fins utiles. L'employeur doit vérifier que le candidat va être disponible. En tout cas, voilà. Cette règle existe toujours, mais il faut vérifier que le candidat peut se rendre disponible. Il ne peut pas non plus recruter un salarié qui serait lié par une clause de non-concurrence. Dans certaines entreprises, on va les voir à la fin de ce chapitre, il existe des clauses qui interdisent aux salariés d'aller à la concurrence, tout simplement pour cette raison que ça euh, leur permettrait un peu trop facilement, en quelque part, de drainer la clientèle de l'entreprise. Donc l'employeur peut se protéger avec une clause de non-concurrence et on verra en fin de chapitre comment ils peuvent faire ça. Et je redis encore une fois, l'employeur est libre de choisir son candidat et il ne peut pas ou ne peut pas exercer de pression.
pression sur un employeur pour obtenir qu'il embauche tel ou tel candidat. Bon, menacer un employeur pour qu'il embauche votre petit frère, votre petite sœur ou votre meilleur pote, évidemment, c'est interdit. On arrive à la partie la plus importante, c'est la définition du contrat de travail. Alors, qu'est-ce que c'est un contrat de travail? Donc ça va être vraiment une notion à savoir par cœur. Donc déjà, c'est une convention, donc un contrat, par lequel une personne, qu'on appelle le salarié, s'engage à travailler sous la subordination d'un employeur en contrepartie d'une rémunération. Donc vous voyez, on a déjà deux parties, l'employeur d'une part et le salarié d'autre part, qui vont conclure un contrat, donc une convention juridique, et ils vont s'engager. L'employeur s'engage à régler la rémunération et le salarié s'engage à travailler sous la subordination. C'est important ce terme de subordination. Ce contrat, il va respecter les conditions de validité générale d'un contrat, consentement, capacité, objet et cause. Et le critère essentiel sera l'existence d'un lien de subordination. Ce qui veut dire que si un contrat est nommé autrement que contrat de travail, mais qu'on retrouve les éléments, c'est-à-dire une personne qui travaille, qu'il existe un lien de subordination vis-à-vis d'un employeur qui paye une rémunération, eh bien ce sera requalifié en contrat de travail. Donc ça veut dire qu'un contrat de location, un contrat de service, tout type de contrat qui peut être nommé autrement, mais qui présente ces trois caractéristiques, d'accord, une force de travail, un lien de subordination en contrepartie d'une somme d'argent, c'est un contrat de travail. Comment on va caractériser ce lien de subordination? Il est extrêmement important. Je pense notamment à des éléments que j'évoquerai avec vous en cours, mais voilà. C'est une relation professionnelle, le lien de subordination, qui place le salarié dans une position d'infériorité hiérarchique par rapport à l'employeur. Clairement, l'employeur donne des ordres et impose des choses. C'est ça le lien de subordination. Donc il a un pouvoir de direction. Il dirige le travail du salarié. Il a donc dans ce pouvoir de direction le droit de donner des ordres aux salariés. Il a également le pouvoir de fixer les conditions de travail de ses salariés, notamment les horaires de travail. L'employeur va également disposer d'un pouvoir réglementaire. Donc, il élabore des règles, notamment un règlement d'entreprise, des règles qui vont euh, être applicables à l'ensemble des salariés et qui vont fixer des mesures d'application, de discipline, et toutes ces consignes devront être respectées par les salariés. Donc l'employeur dispose, en plus de son pouvoir de direction, donc le pouvoir de donner des ordres à ses salariés pour qu'ils exécutent des tâches, il a un pouvoir réglementaire pour fixer des règles de fonctionnement de l'entreprise. Et enfin, l'employeur a également un pouvoir disciplinaire à sa disposition. Il peut donc sanctionner le comportement d'un ou d'une salariée qui ne correspond pas à l'exécution normale du travail et du contrat. D'accord? Donc, on peut avoir le non-respect du règlement intérieur. Donc, attention, par le règlement intérieur qui va fixer des éléments sur arriver par exemple 5 minutes avant du temps de travail pour pouvoir ouvrir le magasin par exemple, ou peut-être va fixer des éléments sur la tenue professionnelle par exemple, l'hygiène, des règlements sur l'hygiène, des obligations, le pouvoir disciplinaire, il peut sanctionner une tâche qui serait mal exécutée ou qui ne serait pas exécutée.
les erreurs, les négligences commises au travail. Ces sanctions disciplinaires, elles sont de plusieurs formes. Ça peut être un blâme, une mise à pied disciplinaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus aller travailler et surtout vous ne touchez plus votre salaire le temps de la mise à pied, vraiment pour les fautes qui commencent à être graves. Une rétrogradation, c'est-à-dire que vous baissez d'échelle, notamment d'échelle de rémunération. Ça peut être une mutation disciplinaire, on peut vous obliger à partir du lieu où vous êtes pour aller dans un autre. Ça peut être un licenciement pour faute grave et ça peut être un licenciement pour faute lourde. On reparlera des licenciements un petit peu plus tard et on redétaillera ces notions de faute grave et de faute lourde et avec les conséquences qui vont avec. Donc vous avez compris que le salarié, il a un devoir d'obéissance à son employeur. Alors, pour qu'un contrat soit il n'y a aucune condition de forme pour faire un contrat de travail, c'est-à-dire que l'écrit n'est pas obligatoire, notamment pour les contrats à durée déterminée, on en reparlera. Et par contre, pour les contrats à durée déterminée, les contrats dits précaires, eh bien, et pour toute la catégorie des contrats précaires, l'écrit est obligatoire. Voilà pour les éléments constitutifs du contrat de travail. On va regarder maintenant les différents contrats de travail. On ne va pas tous les voir, on va voir les principaux avec leurs principales caractéristiques. C'est parti. Alors, le premier contrat, le plus courant et le plus important, c'est le contrat dit de droit commun. Droit commun au sens, c'est le contrat par défaut. On considère que si on ne se pose pas de questions, c'est celui-là qui s'applique. Donc c'est le contrat à durée indéterminée. Le Code du travail considère que c'est la forme normale de la relation du travail et on ne demande aucun formalisme. C'était ce qu'on a dit tout à l'heure, l'écrit n'est pas obligatoire. Je reformule, l'écrit n'est pas obligatoire sans liaison. L'employeur doit utiliser ce type de contrat par défaut, sans se poser de questions. Il peut utiliser une autre forme de contrat si et seulement si la loi l'y autorise. Je répète, l'employeur doit utiliser le contrat de type CDI par défaut, par principe, et il ne pourra utiliser une autre forme de contrat si et seulement si la loi l'autorise à le faire. Alors on y vient à ces fameux contrats dits précaires. Le premier que vous connaissez probablement, c'est le CDD, contrat à durée déterminée. Alors son usage est strictement encadré par la loi et il est interdit en dehors des situations précises prévues par la loi et par le Code du travail. Ces situations, c'est remplacer un salarié absent pour maladie, formation, tout autre raison. Et le non-salarié absent doit figurer sur le contrat, sur le CDD. Deuxième possibilité, un accroissement temporaire d'activité. Clairement, dans votre activité, à un moment, vous avez un coup de rush. D'accord? Donc ça arrive très fréquemment, par exemple dans les commerces, à la période, par exemple, de Noël ou des soldes. C'est une augmentation temporaire d'activité. Ça peut être, vous avez eu une grosse commande et il faut l'assurer. Accroissement temporaire d'activité. D'accord? Autre cas de figure prévu par la loi qui autorise l'usage du CDD, l'emploi saisonnier. En ce moment, on est sur la saison du ski, on pourrait être sur la saison des plages. Eh bien, l'emploi n'est utile et n'est
nécessaire, l'activité est nécessaire uniquement à certaines périodes. Alors, on pense aux emplois agricoles qui ont une saisonnalité très forte. Là, l'emploi saisonnier est autorisé. Il existe en plus une liste définie d'emplois où il est d'usage d'avoir recours à du travail à durée déterminée. Et petite note, sachez que le métier de professeur fait partie de cette liste. Voici un deuxième contrat précaire, c'est le CTT, contrat de travail temporaire. Alors il est un peu particulier celui-ci, puisque c'est une relation non plus entre deux parties, l'employeur d'un côté et le salarié de l'autre, mais entre trois parties. Alors, ces trois parties sont l'agence d'intérim, l'entreprise et le travailleur intérimaire. Je détaille. L'agence d'intérim ou la loi l'appelle également, alors attendez que je retrouve l'appellation exacte, entreprise de travail temporaire, d'accord, vocabulaire commun, agence d'intérim, entreprise de travail temporaire, plus chic, va donc démarcher des entreprises et cette entreprise va passer un contrat avec l'agence d'intérim. Donc il y a un premier contrat entre l'agence d'intérim et l'entreprise, un contrat de fourniture de services. Il y aura donc un second contrat entre l'entreprise de travail temporaire, autrement dit l'agence d'intérim, et le travailleur intérimaire. Donc, le contrat de travail temporaire, en réalité, c'est deux contrats entre trois parties. Le premier contrat entre l'entreprise et l'agence d'intérim, et le second contrat entre l'agence d'intérim et le travailleur intérimaire. C'est celui-là qui s'appelle contrat de travail temporaire. Donc au travers de ce contrat, l'entreprise de travail temporaire va recruter le travailleur intérimaire, va le payer et va le mettre à disposition de l'entreprise qui est sa cliente. Je répète, non, je vous laisse retourner en arrière, vous avez trouvé. On appelle ces contrats des contrats précaires parce que ce sont des contrats courts et que le droit du travail considère que cette précarité crée de l'insécurité pour le salarié. Je ne sais pas si mon contrat va être reconduit. Je ne sais pas si je travaillerai toujours dans cette entreprise dans un mois, dans 6 mois, dans 2 mois. Et donc, le droit du travail a prévu des indemnités pour compenser un petit peu cette précarité pour les salariés qui la subissent, car on considère que cette précarité n'est pas un choix. La réalité est un petit peu différente. Cette précarité parfois est un choix. Mais dans la majeure partie des salariés, cette précarité n'est pas du tout un choix. Donc voici les indemnités qui sont prévues par la loi et qui sont donc obligatoires pour les personnes qui sont en CDD ou en contrat de travail intérimaire, temporaire. Donc première indemnité, une indemnité de 10% des salaires bruts qu'on appelle classiquement une indemnité de précarité. Et encore une fois, c'est du langage courant. Et une indemnité compensatrice de congés payés, qui est 10% de la rémunération totale pendant le contrat. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous venez pour remplacer par exemple des salariés absents qui sont en congé et que vous restez 2 mois, vous n'avez pas le temps de prendre des congés payés. D'accord ? Donc on n'est pas cumulé. Euh, vous êtes là pour remplacer ceux qui sont absents, c'est pas pour prendre des congés. D'accord ? Mais le droit considère que même en contrat à durée déterminée, vous avez droit à ce montant de congés payés puisque voilà, l'entreprise n'a pas voulu s'accorder forcément et donc du coup, à la place, vous allez avoir une rémunération, une indemnité compensatrice de congés payés. Et enfin, les salariés qui sont sous contrat précaire, donc CDD et contrat de travail temporaire,
ont strictement les mêmes droits que les salariés en CDI. Ils doivent être traités exactement de la même manière. Donc toucher les mêmes primes, avoir droit aux mêmes tickets restaurants, avoir les mêmes horaires et avoir les mêmes rotations d'horaires, etc. Donc c'est pas parce que les personnes sont en CDD ou en contrat de travail temporaire que les employeurs sont autorisés à les traiter moins bien que les salariés qui sont en CDI. Vous devez, une personne en CDD ou en CDD, contrat ou en intérim, doit être traitée et obtenir exactement les mêmes avantages qu'une personne en CDI pour le même travail. Je vous cite ici quelques autres contrats atypiques, c'est plus pour la forme et pour votre culture juridique, parce que vous pouvez les retrouver notamment dans les matières artistiques, dans les secteurs artistiques, on peut trouver des contrats de travail intermittents. Dans les contrats touristiques aussi, on peut trouver des contrats de travail intermittents. Donc, ce sont des CDD qui prévoient l'alternance de périodes d'activité et de périodes de travail, des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Bon, il faut une autorisation spéciale de la convention collective, mais ça existe. Et puis, le contrat de travail dit vraiment saisonnier. Donc, l'idée, c'est de se dire que ça va se rappeler, ça va se refaire chaque année. Voilà. Euh, Ça existe. Il existe aussi, je n'ai pas mis dans le diapo, mais des contrats dits de mission. Là, ce sont des contrats longs, par exemple, pour mettre en place un projet long. Euh, ils peuvent être sur 2 ou 3 ans. Puis au bout de 2 ou 3 ans, c'est la mission finie, ben, c'est terminé. Alors, on va s'intéresser aux clauses particulières du contrat de travail et on va s'intéresser à quelques clauses spécifiques. La première, la clause de mobilité. Alors, c'est une clause par laquelle, lorsque vous signez votre contrat de travail, vous vous engagez à l'avance à accepter des changements de lieu de travail, et même avec des délais assez courts. Je me rappelle d'une entreprise que j'avais visitée où la manageuse m'expliquait ils changeaient de poste environ tous les 2 ans et ils avaient 1 mois pour déménager. C'était prévu dans le contrat. Donc ça existe, c'est des clauses de mobilité. Et vous ne pouvez pas refuser de déménager si vous avez conclu ce genre de clause. Alors, comme c'est quand même très très contraignant, notamment quand vous avez une vie de famille, il y a des conditions de validité. Il faut qu'il y ait un vrai intérêt pour l'entreprise et que ce soit un espace géographique qui est délimité dans la clause. Bon, généralement, l'espace géographique délimité, c'est toute la France. France métropolitaine, ce qui fait déjà pas mal. Donc il faut qu'il y ait cet intérêt légitime. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui avec le développement du télétravail. Il faut vraiment que le poste l'exige. La clause de non-concurrence. Alors cette clause de non-concurrence, elle est extrêmement courante. C'est une clause qui est négociée dans le contrat de travail qui va interdire aux salariés, en cas de rupture de contrat, d'accepter une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur et notamment travailler chez un concurrent. Alors c'est une clause qui est très courante dans les postes commerciaux. Ça peut être très courant dans les postes créatifs aussi, interdit de travailler à la concurrence. Euh, Ça peut être courant dès que votre poste va vous donner accès en fait à des informations ou à un contact privilégié avec la clientèle. D'accord. Dès que votre travail a une valeur ajoutée qui est transférable dans une autre entreprise, eh bien, les employeurs peuvent se prémunir en vous interdisant d'aller travailler à la concurrence. Vous allez me dire, c'est super injuste, et là, je vais vous dire, mais attendez, le droit est encore là pour les salariés. Parce qu'il faut des conditions de validité, et vous remarquerez que ce sont des conditions de validité cumulées. Il faut qu'elles soient toutes présentes. L'intérêt légitime de l'entreprise, évidemment. La clause de non-concurrence, elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace. Donc cette limite de temps et d'espace, ça veut dire que par exemple, j'ai interdiction de travailler à la concurrence pendant 1 an dans la région Pays de la Loire, dans la Loire-Atlantique.
D'accord. Ça, c'est une, si je suis par exemple commercial et que j'ai une grosse base de données clients. D'accord. Ça, c'est possible. D'accord. Et puis, la clause de non-concurrence ne doit pas être formulée de façon telle qu'elle empêche le salarié, pardon, de travailler complètement. Donc ça ne doit pas être trop restrictif quand même. Et elle doit prévoir, je crois que j'ai mis après, une contrepartie financière de la part de l'employeur. Si une de ces clauses n'est pas une de ces conditions de validité n'est pas présente, la clause de non-concurrence, elle tombe. Concrètement, lors d'une rupture peut-être un peu houleuse, ça peut faire partie des éléments de négociation de demander la levée de la clause de non-concurrence de la part de l'employeur. N'hésitez pas, en cas de litige, à en discuter. Les avocats spécialisés vous le proposeront, mais c'est quelque chose de plutôt intéressant. Il y a d'autres clauses particulières que l'on peut retrouver. Alors, les employeurs peuvent être imaginatifs, hein, mais je voulais particulièrement parler de deux obligations, l'obligation de loyauté vis-à-vis de l'employeur et l'obligation de confidentialité. Euh, la confidentialité, c'est extrêmement important et lorsque vous êtes notamment en entreprise, vous avez une obligation de ne pas divulguer d'informations sur l'entreprise, notamment d'informations précises ou des informations qui pourraient nuire et des informations qui pourraient revenir à la concurrence, qui pourraient servir. Donc faites très attention, parfois dans le cadre privé, on peut oublier cette obligation de confidentialité, mais voilà, vous avez une obligation de confidentialité. Je rebondis en disant que vous avez également une obligation de loyauté. Donc, qu'est-ce que c'est être loyal? C'est en tout cas... tiens, je cherchais la définition, je vous la donne tout de suite. Alors, je vous ai sorti mon dictionnaire, je regarde la caméra, ok. Donc, se comporter avec loyauté, c'est se comporter avec fidélité, en tenant ses engagements, avec droiture et honnêteté. On parle également de dévouement. Voilà. Donc cette obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur, elle peut être écrite dans le contrat de travail. Elle est assez induite quand même si elle n'est pas écrite, hein, même si votre employeur ne se comporte pas correctement, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi en vous disant que ben, tant pis pour lui. Ok, c'est terminé pour cette séquence. Vous avez les vidéos, notamment sur la discrimination dans le OneNote, et le reste des activités également dans le OneNote. Donc, bah, c'est parti.